Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs du panel, vous qui aimez votre émission, qui vous accompagne dans les cadres social, développement aussi, et pourquoi pas politique, pour connaître les enjeux de l'heure, vous les connaissez très bien. La République démocratique du Congo passe des moments intenses, des moments de difficultés et des réalités sur le terrain. Sur ce, nous sommes dans l'obligation de vous chercher les informations les plus précises en vous amenant sur ce plateau des analystes et politiques de grande envergure pour en discuter et débattre des sujets d'actualité. On va parler questions sécuritaires dans la partie orientale de notre pays. Vous le savez très bien, les assises des Doha, jusque-là, trop de questions se posent là-dessus. Peut-on considérer la réalité des Doha et celle de Washington comme des opposés face à la RDC mise en place aujourd'hui? Une machine est en place dénommée, vous les connaissez très bien, cette politique du président Félix, qui veut déjà parler de cette diplomatie agissante face à la réalité sur place. Est-ce que ça s'école? Peut-on espérer en ces assises de Doha et de Washington, parce que les cartes se jouent même au niveau de la sous-région? Vous suivez jusque-là le fils du président ougandais, le président Museveni, son fils, en général, jusque-là, il continue à multiplier ses publications contre les gouvernements, peut-être de Kinshasa, mais en appuyant jusque-là les rebelles du M23, AFC M23 du côté de la partie orientale. Et là, les Congolais se posent des questions. Qu'est-ce que nous avons comme carte à jouer? Est-ce que doit-on toujours compter sur la politique extérieure? Est-ce que le Congo ne peut pas écrire à lui seul sa propre histoire? Que font les acteurs politiques dans une nation réputée si richement emportée par les réalités sécuritaires? Nous allons débattre sur ce plateau avec des invités des marques, vous les connaissez très bien, sont des habitués du panel. D'abord, Maître Fall Mamba, qui est cadre dans ces grands partis politiques dirigés par le président Jean-Marc Kabound, CH, Alliance pour les actions, c'est ça. Alliance pour le changement. Alliance pour le changement. Merci d'avoir répondu, président Maître. Merci beaucoup, chers compatriotes. Et bonne fête parce que vous avez quitté, vous avez pris les bateaux pour traverser de l'autre côté. Exactement. Tantôt, nous l'avions toujours dit, comme devenu les célibataires sont des sorciers parce qu'ils ne veulent pas affronter la responsabilité par peur de quoi on ne sait pas. Mais je salue également mon co-débatteur du jour et je salue tous les compatriotes de partout qui vont devoir nous suivre. Nous pensons que nous allons parler essentiel concernant la République démocratique du Congo parce que, sans oublier, la menace de la balkanisation, nous allons en parler, n'est plus qu'un simple parole ou un slogan. Et maintenant, nous pouvons comprendre que les détenteurs, la voix. Maintenant, vous pouvez comprendre que les détenteurs de ces projets sont passés à une autre vitesse. Il est plus qu'important que nous puissions conscientiser des vrais nos compatriotes parce que nous avons comme l'impression que les actuels dirigeants sont un peu distraits. Je pense que nous allons marteler. Merci. Et nous allons plus parler de ça en détail. Merci beaucoup, Maître Fall Mamba. En face de vous, vous avez Maître Yves Mouyaya, qui est cadre au sein de l'UDPS Tshisekedi et homme dédié, avocat en même temps. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, Maître. Merci beaucoup, mon cher ami. Je suis à votre disposition. Je crois que nous allons évoluer et parler essentiellement des questions qui concernent la nation congolaise, parce que nous sommes tous des Congolais, c'est dont nous avons besoin, et je salue aussi mon co-débatteur. Voilà, donc je me sens à l'aise. Merci. Très bien, merci. Alors, Maître Fall Mamba, je commence avec vous. L'entame, comment est-ce que vous évaluez les assises des Doha jusqu'à maintenant? Et vous faites une lecture comparative
entre ces assises de Doha et celles de Washington. Quelle peut être votre évaluation jusqu'à ce stade? Il faudrait d'abord comprendre en premier lieu que la République démocratique du Congo avait pour cahier des charges, à savoir la paix et l'intégrité territoriale. Voilà ce qui faisait un peu les cahiers des charges, s'il faudrait les résumer, de la République démocratique du Congo. Mais de l'autre côté, par rapport aux accords qu'il y a eu au niveau de Washington, la République rwandaise, quant à lui, ne revendiquait que la rééducation de l'AFDLR et tant d'autres. Mais par contre, nous comprenons l'agenda du Rwanda qui a toujours joué le rôle de paralyser le parti Est de la République démocratique du Congo. C'est au fait et à mesure que même l'ONU s'était dévoilée pour pouvoir démontrer que le Rwanda désormais travaille sur l'annexion du parti Est de la République démocratique du Congo au niveau du Rwanda. Mais qu'à cela ne tienne, il y a eu ce fameux accord dont nous l'avions critiqué d'une manière ou d'une autre, d'autant plus que, bon, en résumé, nous nous sommes dit qu'il n'y a jamais eu des accords parfaits, du moins, à notre niveau, on avait pris acte de cela. Il y a eu de l'autre côté les accords de Doha. Et puis vous allez comprendre que la République a fait face à ce que nous appelons la partie qui était représentée au travers les M23 et consorts. Au travers les revendications, vous devriez comprendre que, je l'ai toujours dit personnellement, que la République démocratique du Congo n'a jamais fait face à ce fameux mouvement M23. Mais par contre, la République démocratique du Congo faisait toujours face à la République rwandaise. D'autant plus que et avait au moins compris que l'ère civile dépend de notre cher et beau pays. Je ne me suis jamais contredit par rapport à ma réflexion quant à ça. Mais maintenant, sur le terrain, quel est l'impact réel de ces désaccords, à savoir l'accord de Doha et celui de Washington? Qui sera signé, où on va inviter les deux présidents en face de Donald Trump. Là, ce n'est pas encore signé. Vous allez comprendre qu'avec ces désaccords, l'évaluation s'avère jusque-là mitigée. D'autant plus que les vrais problèmes qui se posent actuellement au sein de notre communauté, nous ne pouvons pas seulement les résumer sur un aspect, à savoir l'aspect sécuritaire, parce que c'est un problème politique qui s'avère profond. Il faudrait les débattre avec des personnalités ou des acteurs politiques afin de trouver une fois de plus des résolutions adéquates pouvant définir le lendemain. Vous insinuez quoi, maître? Vous insinuez quoi quand vous dites qu'il faut les débattre avec les acteurs politiques? Bon, en fait, ici, je n'ai pas parlé de débat avec les acteurs politiques. Mais qu'est-ce que j'ai martelé sur un autre aspect? Je me suis dit ceci. S'il faudrait définir la crise qui gangrène la République démocratique du Congo à un seul aspect, à savoir sécuritaire, là, je vous dis que nous allons nous inscrire à faux. Parce que la crise que vit la République démocratique du Congo s'avère trop pertinente. Ça peut être situé sur plusieurs aspects à la fois. L'aspect sécuritaire, politico-social et tant d'autres. Mais maintenant, s'il faudrait à ce que nous puissions nous résumer sur les accords ou avant-accords signés au niveau de Doha, si nous prenons aussi celui de Washington signé entre les deux ministres Mineta, à savoir ministre d'État et ministre des Affaires étrangères congolais, et celui du Rwanda, s'il faut résumer la vie politique congolaise qu'au travers ces désaccords, moi je m'inscrirai directement en faux, parce que les problèmes politiques, il faudrait aussi les résoudre politiquement. Très bien. Très bien, très bien. Merci beaucoup, maître. Je vais revenir à vous. Alors, maître Yves Mouyaya, parce que ce sont des enjeux de l'heure et
On s'est dit aujourd'hui, est-ce que les méthodes utilisées jusque-là par les politiques ou les politiciens congolais sont-elles à la merci ou à la rencontre, ou rencontrent-elles les réalités sur terrain? Comment est-ce que vous évaluez, depuis lors jusqu'à maintenant, les assises des droits? Vous pouvez rebondir sur ce qu'a dit votre co-débatteur aussi. Vous avez le temps. Merci beaucoup pour la question. Je crois que nous devons faire une sorte d'état lié par rapport à la question de sécurité à l'est de notre pays. Nous devons éclairer l'opinion pour faire savoir que cette situation n'a pas commencé aujourd'hui. L'instabilité à l'est du Congo a commencé depuis très longtemps, et surtout avec l'avènement de l'AFDEL. L'AFDEL qui est venu remorqué par le Rwanda et son armée, et qui a même réussi à renverser Mobutu pour prendre le pouvoir. Vous savez, à l'époque, nous avons eu même un secrétaire-major général qui était en même temps le secrétaire-major du Rwanda, M. James Kabarebe, que j'ai vu en personne. Vous comprenez? Depuis cette époque, il y a eu une grande infiltration au sein de notre armée, parce que ce qui nous restait comme résidu de Mobutu au sein des forces armées ont été envoyés à Kitona. Et après, bon, ils ont été délaissés comme ça. Donc, c'est ainsi que l'instabilité politique, l'insécurité a commencé dans la partie est de notre pays. Cette situation s'est maintenue parce que le Rwanda ne voulait pas absolument que nous ayons un État fort pour que nous puissions avancer. Ils ont voulu que nous soyons un État faible, un État qui n'a pas une grande armée, pour que finalement ils puissent continuer à piller nos ressources naturelles dans la partie est de notre pays. C'est ainsi qu'ils ont entretenu des milices, comprenez, avec le fait qu'il y avait l'absence de l'autorité de l'État. Toute cette époque-là, il n'y a pas vraiment de l'autorité de l'État dans cette partie, ainsi donc ça a permis à nombreux groupes armés de quimer cette partie, ainsi se livrer à l'exploitation de nos minerais de manière illégale, et qui ont alimenté beaucoup de groupes économiques sur le plan national comme sur le plan international. Vous comprenez? Donc c'est ça la source. Donc on ne peut pas aujourd'hui en parler comme si cette situation a commencé avec l'avènement du Tshisekedi au pouvoir. Non, je crois que c'était très important de faire savoir que c'est une situation qui a commencé depuis longtemps avec Mobutu, avec Kabila 1, Kabila 2. Et d'ailleurs, Kabila 2 était impliqué dans cette instabilité parce que nous avons compris par après que le M23 était son œuvre à lui-même. Donc maintenant, les démarches ont été engagées sur le plan militaire, sur le plan diplomatique. Je crois que l'armée étant beaucoup plus infiltrée par des éléments étrangers, notamment le Rwanda, n'était pas à mesure de repousser directement l'ennemi parce que c'est une invasion extérieure. Nous avons fait recours au mécanisme ou à la batterie diplomatique qui a produit le fait parce qu'aujourd'hui nous avons les accords qui ont été signés entre le Rwanda et la République du Congo pour le maintien de la paix. Ça n'a jamais été dans ces pays ici. On n'a jamais eu un accord de paix avec le Rwanda. Vous savez, le Rwanda, sur le plan international, s'est organisé pour que il ne soit pas redevable devant la Cour internationale de justice ou tout comme devant la Cour pénale internationale. Donc le Rwanda n'a jamais signé la déclaration de compétences de la Cour internationale de justice. Le Rwanda n'a jamais ratifié le statut de la Cour pénale internationale. Tout cela parce qu'il devrait s'arranger pour ne pas être puni de ces comportements, maléfiques sur le sol congolais, avec les bénéfices bien sûr de certains États étrangers, de l'Occident, notamment la France, au sein de l'Union européenne, qui a même signé des accords d'exploitation et d'exportation de minéraux qui ne sont pas sous le sol rwandais. Vous comprenez? Donc, c'est une implication de beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui, notre pays est en train de souffrir de cette insécurité sur la partie de l'Est. Maintenant, je crois que la diplomatie a produit ce fruit parce que nous avons des accords que je viens d'alléguer, notamment l'accord de Washington entre le Rwanda et le Congo pour la paix. Bon, à part cela, je crois qu'il y a eu des rencontres avec le soi-disant M23 qui est soutenu par le Rwanda pour que finalement on puisse trouver encore un accord. Mais ce n'est pas pour intégrer les forces rebelles au sein de l'armée. Je crois que ce que nous attendons de Doha, c'est ce qui a été prévu pour Nairobi.
Parce qu'il y avait deux processus. Le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Le processus de Nairobi consistait à réunir tous les groupes armés qui me restent des pays pour qu'ils soient désarmés, qu'ils soient démobilisés et voir comment est-ce qu'on peut les insérer dans la société. Chose faite. Voilà, maintenant, bon, on a trouvé que Nairobi n'était pas propice, ainsi que nous sommes maintenant à Doha. Donc, que personne ne croit que lorsqu'on est entré dans la discussion avec le M23 à Doha, c'est pour que nous puissions prendre ces éléments-là et les intégrer dans notre armée. Ça ne sera jamais fait ça parce que nous avons beaucoup souffert de l'infiltration des armées étrangères. Cette fois-ci, nous devons mettre en place, là c'est sur le plan interne, une armée efficace, une armée bien structurée, une armée au standard international. C'est ce que nous faisons maintenant chaque jour ici. Le peuple public n'a pas de sommeil, il monte, il descend, évidemment pour que nous puissions mettre en place notre propre armée. Vous savez, notre armée n'existait presque pas. Ça, tout le monde le sait. Donc c'est maintenant là que nous sommes en train de nous atteler à mettre en place une armée qui peut défendre la République démocratique du Congo valablement. Très bien. Alors, merci beaucoup, maître. Je pensais rester chez vous, mais comme le temps nous fait surface, maître Fall, est-ce qu'à ce stade, le problème, c'est la méthodologie de la politique du gouvernement en place qui n'arrive pas à rencontrer des réalités politiques face à ces groupes rebelles, ou soit c'est un complot au niveau d'une politique instaurée, d'un système instauré par la sous-région qui échappe à ramener la paix facilement? Merci beaucoup, chers compatriotes. En fait, ici, je tenais d'abord en premier lieu à préciser une chose très importante que mon co-débatteur aurait soulevé ici. Et lorsqu'il parle de la problématique de l'insécurité qui, du reste, n'a pas commencé aujourd'hui, tous nous le savons, mais on ne vient jamais au pouvoir pour pleurnicher, mais du moins on vient au pouvoir pour donner des solutions aux problèmes que vous aviez trouvés. On vient au pouvoir pour répondre aux besoins de la population. Je l'attendais à ce niveau. Après avoir étalé la source de l'insécurité que vit l'Est de la République démocratique du Congo, et jusqu'à ce jour, il fallait proposer, il fallait nous dire qu'a fait le régime Tshisekedi, quelles sont les avancées significatives que le régime Tshisekedi a proposées en termes sécuritaires. D'autant plus que Tshisekedi a trouvé des problèmes sécuritaires, mais c'est sous les règnes de Tshisekedi que Bunagana a été sous-occupé, Goma, Bukavu. Et aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que la République du Kenya venait tantôt de nommer un consul au niveau de Goma. Mais ici, nous devons aussi comprendre qu'est-ce qui se cache derrière Goma. Ton invité serait-il à mesure de nous dire ce qui se cache derrière Kenya? Parce qu'avant que Tshisekedi vienne en République démocratique du Congo pour se présenter comme candidat président de la République, il s'était retrouvé avec Vital Kamerhe au niveau de Kenya. C'est au niveau du Kenya que Tshisekedi s'est retrouvé. C'est là où tout s'est joué. Voilà. Prononçant son discours. Après cela, ils ont signé des protocoles d'accord avec la République serbe du Kenya, Vital Kamerhe et consorts. Et Tshisekedi est venu ici. Et connaissons tous ce qu'il y a eu. Tshisekedi a été élu président de la République. Mais aussi Corneille Nangaa, avant de commencer sa rébellion, Corneille Nangaa est passé par Kenya. C'est au travers les points de presse, de la même manière que Tshisekedi l'avait fait, Corneille Nangaa aussi l'a fait, pour se prononcer en tant que patron de l'Alliance du fleuve. Et à partir de là, Corneille Nangaa a commencé sa rébellion. Mais aussi, ici, nous devons souligner, mais qu'est-ce qui se cache derrière Kenya? Tshisekedi et le régime Tshisekedi doivent nous dire réellement qu'est-ce qui se cache, d'autant plus que nous comprenons que les enjeux majeurs se jouent au niveau du Kenya. Mais ton invité vante aussi ce que nous appelons la diplomatie. Ok, mais la diplomatie doit apporter des résultats escomptés. Et la diplomatie ne doit pas être une diplomatie de complaisance telle que nous le vivons en République démocratique du Congo. Parce qu'il faut situer la diplomatie sur plusieurs axes. Ici, nous ne parlons pas de la diplomatie seulement sur le plan insécuritaire que vit notre cher et beau pays, mais la diplomatie est située sur plusieurs axes. Mais ton invité serait-il à mesure de nous situer la diplomatie gagnant de ces régimes au travers les différents axes
je pense que peut-être il ne sera pas à mesure de le faire. Au lieu de place de faire comme le Dialelo, d'autres Dialelo qui font pour gagner, je ne sais pas si c'est les chop-chop, mais lui, du moins, avec élégance, il doit nous situer ou donner plus de précisions pour la beauté aussi de votre émission. Mais ici, je tiens à préciser une chose. Moi, en tant qu'un bon compatriote, je ne peux jamais et au grand jamais encourager ce que nous appelons la rébellion. Je ne peux jamais le faire. Je ne peux jamais le faire. Ou même si le président de mon parti politique s'alignait sur cette démarche, je vais tout de suite me débarrasser de lui, me désolidariser de lui. Mais connaissant Kabound, il ne peut jamais s'aligner sur cet aspect. Ici, le problème est profond. Le problème que nous vivons s'appelle Rwanda. Le problème que vit la République démocratique du Congo. Mais maintenant, il revient à nous, Congolais, de nous poser des questions. Comment nous devons nous débarrasser du fameux problème qui s'appelle Rwanda. Voilà pourquoi l'essentiel même de cette diplomatie, de toutes ces rencontres, les efforts menés par Tshisekedi sur le terrain, c'est pour amener... écoutez, c'est une réponse à vos questions. Nous ne pouvons jamais parler de la vie politique en excluant Tshisekedi. D'autant plus que, peut-être dans des émissions précédentes, je l'avais dit ici, ceux qui disent que Tshisekedi doit en premier lieu démissionner, ceux qui disent que nous devons mettre Tshisekedi de côté, peut-être là c'est rêver debout. Parce que Tshisekedi vit, nous sommes pendant le règne de Tshisekedi. C'est lui le président en exercice. Et pour que nous puissions trouver des problèmes sécuritaires, Tshisekedi doit finir son mandat, mais pendant l'exercice de ce mandat, nous devons trouver des problèmes. Parce que son prédécesseur ne doit pas venir trouver les problèmes que Tshisekedi n'a jamais résolus. Et lui vient encore pour continuer avec ces mêmes problèmes. Voilà pourquoi. Les successeurs. Du côté, les successeurs, voilà. Merci pour... et puis, les successeurs de Tshisekedi doivent venir trouver déjà qu'il y a des problèmes qui ont été en premier lieu résolus par son prédécesseur. Les prédécesseurs Tshisekedi. Mais ici, nous devons comprendre que la problématique qui gangrène la République démocratique du Congo nous intéresse nous-mêmes, nous tous. Nous ne pouvons pas exclure X ou Y. Voilà le pourquoi nous, à notre niveau, nous avions dit qu'il est important d'organiser un dialogue national afin que nous puissions nous mettre d'accord. Pourquoi ces dialogues? Le dialogue doit définir beaucoup d'axes, parce que beaucoup de choses à la fois. Parce que vous avez vu que le problème des élections en République démocratique du Congo pose problème. Tous les mots que vit la République démocratique du Congo, de 2006 à nos jours, il y a un problème de légitimité, commençant par Joseph Kabila et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tous réclament la même chose. Nous sommes en 2006. Nous avions vécu les conflits de Bemba-Kabila. Après 2018, nous l'avions vécu. La problématique de Tshisekedi Wamulumba, des mémoires, les vieux Tomalanda, avec Joseph Kabila. Et puis, nous avions vécu la problématique entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Et il y a des problèmes qui se succèdent comme ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la problématique qui s'avère profonde, auquel il faut trouver des problèmes politiques qui peuvent persister afin de donner la chance à notre jeune démocratie d'évoluer comme il se doit. Au lieu de place de trouver des solutions ou des résolutions superficielles qui ne vont à rien profiter. Parce que vous savez, au jour d'aujourd'hui, la majorité des Congolais fuient les débats de fond. Les débats de fond, c'est quoi? Les débats de fond, c'est tel que nous le posons, la République démocratique du Congo face au Rwanda. Quelle doit être l'attitude que nous, d'abord, toutes les couches au niveau de la République démocratique du Congo doivent avoir pour pouvoir donner des pistes de solutions afin de délivrer ou de porter des résolutions ou solutions escomptées pour sauver notre cher et beau pays. Donc, à la sous-question de savoir, la sous-région n'engage pas du tout ou n'a pas la même mise dans la politique interne du Congo, ça? Non, mais vous devez, on peut pas aussi exclure la sous-région ou l'influence de la sous-région. D'autant plus que tous nous connaissons que celui qui Tshisekedi a succédé, il a collaboré, selon les informations à ma possession, il savait que le régime Tshisekedi vient ici, après vérification, le régime Tshisekedi vient de voir, il y a eu plusieurs titres miniers qui ont été octroyés au travers plusieurs pays, les Africains, illégalement.
Et nous comprenons que le problème que vit la République démocratique du Congo, c'est un complot de nos frères de la sous-région. Et veulent assez que la République démocratique du Congo... Il n'a pas la responsabilité à 100%. Non, chers compatriotes, nous devons être rationnels dans ce que nous appelons dans nos analyses. Ici, nous ne pouvons pas tout dire que c'est Tshisekedi, ça c'est démodé. Très bien. Ça c'est déphasé. Très bien, merci Mais beaucoup. ici, nous devons parler de la responsabilité qu'a joué, que soit la République démocratique du Congo, nos frères et sœurs, merci. Et nos sœurs du Grand Lac. Et tous ont joué l'influence, ont une influence par rapport à l'état que se trouve la République démocratique du Congo. Merci, Maître Falmamba. Alors, Maître Yves Mouyaya, bon, il y a aussi cette impasse de vouloir se désolidariser de la politique de la sous-région parce que, au finish, nous sommes voisins, mais cela n'exclut pas que le pays impose sa souveraineté à tous les niveaux possibles. Pourquoi aujourd'hui les Kenyans, l'Ouganda, ils ont cette facilité de faire des déclarations sans tenir compte, sans avoir peur? Pourquoi sous le régime Tshisekedi, les gens n'ont pas cette réticence de dire de n'importe quoi sur une nation souveraine comme la RDC? Bon, je crois que la question... C'est une bonne question, mais je peux revenir sur certaines choses que j'avais déjà dit. Que ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. Vous comprenez? Non. S'il vous plaît, vous allez me couper le fil d'idée. Lorsque l'AFDEL est venu dans ce pays, il y avait autant de pays qui étaient derrière. Notamment les Kenyans. Vous comprenez? Notamment les Kenyans. Parmi les pays qui ont envahi la RDC. Je crois en 1996-1997. Avec il y avait même des troupes armées qui venaient du Kenya. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que voilà, c'est sous le règne de Tshisekedi que même les Kenyans ont fait des déclarations alors que les Kenyans ont déjà envoyé des troupes soutenir l'AFDEL jusqu'à Kinshasa prendre le pouvoir. Vous comprenez? Donc, nous prenons nos responsabilités par rapport au fait que nous avons la gestion du pays en son nom. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'il faut sécuriser un État, il faut des grands services de l'État, comme l'armée, comme la police, comme le suivi de sécurité qu'on appelle l'ANER, etc. C'est sur cela que le président est en train de travailler jour et nuit, ici à l'interne. Mais sachant que nous appartenons à un certain nombre d'organisations sous-régionales, régionales comme internationales, nous battons sur le plan diplomatique pour faire impliquer tous les États là dans la recherche de la solution. Parce que le Kenya là, nous sommes avec lui dans une organisation sous-régionale. Vous comprenez? C'est sur ce plan-là qu'on avait organisé la rencontre qui avait lieu cette fois-là à Nairobi avec les groupes armés afin de trouver comment est-ce qu'ils doivent être désarmés et être réinsérés dans la société. Mais comme ça n'a pas marché du côté de Kenya, nous sommes allés maintenant à Doha. Mais le but c'est le même. Le but ce n'est pas à dire non, écoutez, nous allons ramener les groupes armés au sein de notre armée républicaine. Ce n'est pas ça. Vous comprenez? Donc il faut que ça soit noté. Je remercie beaucoup mon collaborateur parce qu'il a donné 2 éléments de réponse par rapport à votre question. Il vous dit clairement que le régime précédent avait pris un certain nombre de carrés miniers qu'il a donné à certains chefs d'État en Afrique afin qu'ils puissent continuer à régner comme un maître absolu. Vous comprenez? Afin que ces États-là puissent continuer à les soutenir aveuglément. Mais pour savoir que nous avons maintenant un chef de l'État qui a l'amour de son pays, il a repris ces carrés miniers-là pour ramener à la République. Ça n'a jamais été fait. Il faut que ça soit souligné que dans ces pays, il y avait un président qui avait donné des carrés miniers à des États étrangers de manière illégale. Mais lorsqu'il est revenu, il a repris ces carrés miniers-là sans compte tenu de la pesanteur diplomatique vis-à-vis de ces pays-là, mais il a ramené ces carrés miniers au pays. Donc c'est un acte de patriotisme. Évidemment, moi je trouve qu'il y a une certaine réincarnation de Lumumba dans Félix Tshisekedi. Vous voyez? Donc le problème que nous souffrons sont connus. Nous sommes un pays qui est envié par les États voisins, les États étrangers, et donc nous devons être conscients de cela. C'est pourquoi on a pris le pouvoir. Lorsqu'on prend le pouvoir, c'est pour faire face à tous ces problèmes-là. Vous comprenez? C'est pour cela que nous travaillons jour et nuit. Je dis que l'armée est en train d'être
formés. Les services de sécurité sont en train d'être renforcés. La présence de l'État, un peu partout, parce que la présence de l'autorité de l'État a fait que les groupes armés puissent intervenir, puissent rester là-bas afin d'exploiter les minéraux de manière illégale, alimenter le Rwanda et l'Ouganda. Et le Rwanda et l'Ouganda leur fournissaient des armes. Donc ils ont des intérêts, mais des intérêts mafieux. Vous comprenez? C'est pourquoi vous entendez à un certain moment le général de l'Ouganda faire des déclarations. C'est Kenya qui fait, parce qu'il est tellement libre à faire des déclarations, à maintenir la sécurité, parce qu'ils sont fournis en minerais qui fait leurs économies. Maintenant, c'est un combat, nous devons l'assumer en tant que gouvernement, en tant qu'État. Très bien. Alors, je vous ajoute une question directement. Et dans ça, l'efficacité ou l'importance de réunir les Congolais à l'interne, comprendre le nœud de la situation, dépend aussi de cette disposition du chef de l'État actuel, de comprendre qu'il faut quitter cette subjectivité absolue pour atteindre les intentions de tout un chacun, et voilà, ça peut nous amener au bon port. Mais on note que le chef de l'État serait parmi les gens qui ne respectent pas les accords avec ses alliés. Quels accords, par exemple? Quels accords que le chef de l'État doit respecter? FCC cache jusqu'aujourd'hui. S'il vous plaît, merci de ramener cette question-là. Mon collaborateur est d'un parti qui est aujourd'hui connu, l'Alliance pour le changement, qui a été créé par M. Kabound. M. Kabound était le pilier du régime Tshisekedi. Il connaissait tous les secrets, parce que même lorsque on a eu à Genève des problèmes avec les autres, c'est Kabound qui a fait appel aux combattants. Nous n'avons pas reconnaître cela. Il était dans le régime. Parce que lorsqu'il y a eu l'élection, M. Kabound a occupé même les fonctions de vice-président de l'Assemblée nationale. Il n'était pas n'importe qui. Est-ce qu'il peut nous dire qu'il y avait des accords avec Nairobi que Félix n'a pas respecté? Non. Nairobi, c'est une ville, c'est une capitale comme toutes les autres. On peut aller, pour des raisons de sécurité, négocier ou en fait faire une réunion entre politiciens, et puis après c'est tout. On n'a pas d'accord qui serait caché, à moins que M. Kabound, qui était un des piliers du régime, puisse le révéler. Sinon, c'est simplement un chantage, simplement des déclarations mensongères pour se faire une certaine opinion, alors qu'il n'y en a pas. Vous comprenez, nous avons un pays, nous avons un président qui est patriote, qui aime son pays et qui ne peut jamais accepter ce genre de comportement. Kabound, lorsqu'il était là, est-ce qu'il avait envisagé qu'on puisse tenir compte d'un certain dialogue politique parce qu'il était dans le régime? Non. Il en parle toujours parce qu'il est dehors. Lorsque le M23 a occupé Goma à deux fois reprises, est-ce que M. Kabila avait appelé un dialogue avec les politiciens pour dire écoutez, je ne suis pas à mesure de faire ceci, venez, nous allons faire un dialogue politique? Non. Vous savez que la classe politique congolaise est une classe politique très médiocre. Vous comprenez pourquoi? Je pèse mes mots. Parce que nous sommes face à une invasion étrangère. Nous faisons face à une occupation de notre territoire par une armée étrangère. Le président leur dit que nous devons nous unir. Vous comprenez? Nous devons être un pour faire face à l'ennemi. Est-ce que pour cela, il faut engager un dialogue pour que finalement, demain ou le lendemain, M. Kabound devienne ministre de l'Intérieur ou ministre des Armées afin de mettre fin à ces conflits? Non. S'il a des solutions, pourquoi ne pas collaborer avec le chef d'État qui est là? Pour le moment, monsieur le président, moi je suis congolais, j'aime mon pays, voici la solution qu'ils sont en train d'envisager. Le président a toujours été ouvert, il peut les recevoir. Il peut étudier. Il a reçu Martin Fayulu, mais ça n'a pas marché. Exactement. Ça n'a pas marché. Non, mais si il n'a pas écouté Martin Fayulu. On peut se mettre d'accord sur certains points. On ne peut pas être d'accord sur tous les points. Parce que de toute façon, nous sommes bâtis pour le pluralisme politique. Chacun a sa façon de voir les choses. Mais nous avons une seule république. Nous avons un seul président et nous avons un seul gouvernement. Lorsqu'il y a l'insécurité, c'est le gouvernement qui doit travailler pour mettre fin à cette insécurité-là. J'ai démontré combien les efforts déployés sur le plan diplomatique sont arrivés à obtenir des accords. Jamais dans ce pays, M. Kagame a déjà accepté qu'on puisse avoir un accord de paix. Et vous savez, cet accord a été obtenu sous la médiation d'une grande puissance. Vous comprenez? En tout cas, pour moi, je pense que la main de Dieu est dedans. Vous comprenez? Parce qu'à un certain moment, depuis 30 ans, l'Amérique n'a jamais fait allusion à la guerre qui se passe à l'Est. Mais avec l'avènement de M. Trump, je vois que l'esprit de Dieu est en lui pour que finalement
on puisse avoir la paix ici. Après aussi par la Senko et les CC, ils sont des pasteurs. S'il vous plaît, ça se superpose. S'il vous plaît. La SEMCO, tout ça, c'est notre débat. Moi, je n'ai rien à voir avec la SEMCO. La SEMCO n'est pas... Ils sont des hommes de Dieu, comme parce écoutez, que vous parlez de cet esprit. S'il vous plaît, mais si ils sont des hommes de Dieu, la Bible dit quoi? La Bible dit que vous devez prier pour votre pays. Vous devez soutenir les autorités. Mais s'ils sont des hommes de Dieu, ils doivent respecter la Bible. La Bible n'a pas donné le pouvoir ou le droit à un homme de Dieu de critiquer le pouvoir. Non, ça n'existe pas dans la Bible. À moins qu'ils essayent leur Bible à eux. Un homme de Dieu ne peut pas rester tout le temps en train de critiquer celui qui est au pouvoir. Non, même quand il voit que la situation sociale ne va pas bien, ça n'a jamais existé. Il y a un problème de compétences. Nous sommes, écoutez, s'ils sont hommes de Dieu, nous avons comme tous comme référence la Bible. La Bible dit, écoutez, priez pour votre nation. Vous comprenez? Priez pour vos autorités. La Bible n'a pas dit qu'aller en rébellion, aller faire l'opposition. Vous savez, ce monsieur va même partout là-bas rencontrer Kagame en train de faire déclaration. Nous ne pouvons jamais accepter ça. S'il vous plaît, mais, écoutez, je ne vais pas citer son nom. Donc, au nom de quoi ça, je suis secrétaire de Dieu. Ça, le secrétaire de Dieu doit respecter les textes de secrétaire, c'est quoi les Bibles? La Bible ne lui donne aucun droit de faire des déclarations, de se faire opposant. Non. Très bien. S'il vous plaît, s'ils ont des solutions, le président est là, il nous a reçus à plusieurs reprises. Pourquoi ne pas lui donner ce là, monsieur le président, voilà nos solutions que vous avez. Vous voulez non? Écoutez, nous voulons un dialogue politique. Et dialogue avec qui? Avec Kagame. C'est parmi les solutions. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Donc nous devons négocier avec Kagame, prendre les éléments de Kagame, les intégrer dans l'armée congolaise et continuer avec l'instabilité, l'infiltration. Nous ne pouvons pas accepter ça. Très bien, maître Yves. S'il vous plaît, je suis en train de terminer. Dans ce pays, nous devons savoir qu'il faut une stabilité pour se développer. La stabilité vient d'où? Dans la mise en place des institutions. Nous sommes allés tous aux élections. Vous comprenez? Et nous avons élu un président. Même la soi-disant conférence nationale épiscopale avait reconnu le résultat obtenu par M. Félix Tshisekedi en 2023. Ils ont applaudi. Ils ont dit, en tout cas, pour ces élections, nous sommes d'accord. En tout cas, à moins que j'ai un contradicteur avec des éléments à l'appui. Ils nous ont accepté ces résultats. Maintenant, nous sommes pendant le mandat de M. Tshisekedi. La guerre éclate. C'est comme ça éclaté pendant que Kabila était au pouvoir. Il n'a pas appelé la SEMCO pour dire, voilà, nous devons avoir une dialogue politique. Pour faire quoi? La classe politique est très médiocre. Très bien. Le seul autre en train de travailler, s'il échoue à la fin de son mandat, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Très bien. Alors, Maître Fall, d'ailleurs, vous avez porté une posture du patriotisme, d'un patriote, en disant que c'est que les différentes populations, la population de la Grande Orientale vit aujourd'hui, ça, en tout cas, ça impacte sur toute la République. Il faut maintenant avoir un œil du patriotisme pour gérer bien la situation. J'aimerais savoir de votre côté, on a vu les efforts fournis par Martin Fayulu d'aller rencontrer le chef de l'État et discuter en tant que frère. Mais Jean-Marc Kabound, depuis sa sortie de la prison, l'homme est resté égal à lui-même et en même temps, il veut résoudre les problèmes, penser ou réfléchir sur les problèmes de la RDC tout en étant chez lui dans la Maison Blanche qu'il a surnommée, alors qu'il faut participer dans la chose publique. Vous ne pensez pas qu'il jouait à des théories alors que la participation demande aussi des rencontres physiques avec celui qui gère le pays? Une petite rectification, chers compatriotes. Et nulle part, Kabound vous a dit que chez lui, là-bas, c'est la Maison Blanche. Non, mais c'est juste une manière de parler. C'est pas un problème. C'est une expression française. Non, vous dites qu'il a surnommé. Ça, ce n'est pas au conditionnel. Il ne s'agit pas d'expression, mais il s'agit d'affirmation. Quand vous dites qu'il a surnommé. Il y a une infraction? D'appeler une Maison Blanche, une maison, il y a une infraction? Nous devons nous comprendre. Nulle part. Je vous ai dit ici que vous avez commis une infraction. Nous n'en sommes pas là. Mais vous affirmez que Kabound appelle chez lui Maison Blanche au faubourg de Kinshasa. Ce n'est pas bien. Alors, une rectification. Ouais. Mais, chers compatriotes, je voudrais ici préciser pas mal de choses que mon co-débatteur du jour a pu soulever. Tantôt, il a fait un peu le touche à tout. Mais lorsque mon co-débatteur nous dit ici
que les hommes de Dieu sont appelés à prier pour leur nation. Je suis d'accord avec vous, mais sachez que c'est la même Bible qui nous dit, si vous êtes incapable de porter la moindre de jugement aux choses apparentes, comment jugerez-vous les anges? Qu'est-ce que nous appelons les choses apparentes? N'est-ce pas que lorsque la population est abandonnée à lui-même, n'est-ce pas lorsqu'il y a la mégestion dans la chose de l'État, n'est-ce pas lorsque vous prenez l'appareil de l'État à la légèreté, n'est-ce pas que ce sont là les choses apparentes? De quoi parlons-nous au juste? De quoi parlons-nous? Ces hommes de Dieu que vous vilipendez, la Senko, les CC, c'est avec eux que hier nous avions marché pour dire non à Kabila, pour dire non au troisième mandat de Kabila. Et hier ils étaient bons. Et aujourd'hui, parce qu'ils disent non à Tshisekedi par rapport à sa mauvaise gouvernance, par rapport à plein de bonnes choses, c'est aujourd'hui qu'ils sont devenus mauvais. Parce qu'ils portent la moindre des jugements aux choses apparentes, conformément à la même Bible que vous avez exploitée. De quoi nous parlons? Nous devons être cohérents par moment. Nous devons être cohérents. Votre invité nous dit ici que la classe politique est très médiocre. Laissez-le travailler. J'ai aimé votre allocution. Et cette médiocrité se résume par le régime Tshisekedi dans leur gestion. Nous avons une gestion chaotique, une gestion qui apparente au diabolique. La population qui reste abandonnée à lui-même. Maquiller la gouvernance Tshisekedi à la réalité que vit notre peuple. Vous allez dire qu'il y a une bonne gouvernance? Lorsqu'on nous présente une fille, une jeune dame sans expérience, une jeune dame dont sa cursus universitaire pose problème à la personne de Grace Coutinho, ministre de la Jeunesse, sans expérience. Sa première expérience pour avoir été prophétesse à l'église de son père. On les présente comme ministre de la Jeunesse. Et c'est ça que vous appelez une classe politique élégante? N'est-ce pas que Tshisekedi est le formateur de ce que vous appelez la classe politique médiocre? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais de quoi est-ce que nous parlons? De quoi? Vous nous dites que Kabound a été avec Tshisekedi. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais vous alliez me dire que lorsque Tshisekedi était à Nairobi, ils étaient avec Kabound? Si vous avez des éléments, me démontrez-nous. Si Tshisekedi avait signé des accords au niveau de Nairobi, Tshisekedi était avec Kabound? Nulle part vous allez nous le démontrer. Mais nous, en tant que des Congolais, quoi de normal que nous puissions nous poser des questions si ce qui s'est passé réellement au niveau de Nairobi? Parce que nous avions constaté que tout se dessine au niveau de Nairobi. Tshisekedi n'a pas devenu président de la République. Il s'était rendu à Nairobi. Nanga pour devenir rebelle, il s'est rendu à Nairobi. Aujourd'hui, Nairobi prend la précaution de mettre un consulat au niveau de Goma. Pendant que nous savons que Goma est sous-occupé par l'armée rwandaise. Et si nous nous posons des problèmes ou des questions de fond, mais par contre, ça reviendrait à vous aussi de réfléchir rationnellement par rapport à cela. Parce que nous, notre posture aujourd'hui, ce n'est pas quémander quoi que ce soit chez Tshisekedi. Pensez-vous que Kabound est là pour quémander un poste ministériel à M. Tshisekedi? Je vous dis tout de suite non. Ça, il faut oublier. Nous, ce qui nous importe ici, c'est le bien-être de notre peuple, qui est la République démocratique du Congo. C'est ce qui nous importe. Mais de quoi est-ce que nous parlons? Car notre compatriote Fayoulou a vu M. Tshisekedi, ils ont discuté. À l'issue de cela, il n'y a pas eu de résolution escomptée par rapport à leur échange. Mais il y a des cadres appropriés, si vous voulez, que le président Kabound, ce n'est pas par rapport aux humains, ce n'est pas parce que X ou Y le veut et cela doit être mis en place. Tshisekedi, c'est notre compatriote.
S'il faut voir Tshisekedi pour parler République démocratique du Congo, pensez-vous que Kaboul ne serait pas d'accord? Nous sommes d'accord pour parler République démocratique du Congo dans des contextes appropriés. Ce n'est pas au travers des emails où on dort, on se réveille, on prend des résolutions pour aller voir M. Tshisekedi. Là, c'est s'inscrit à faux. Mais ton invité peut nous dire avec quelle intention Tshisekedi voulait changer la Constitution. Parce qu'avant que Goma Bukavu soit sous-occupé, Tshisekedi voulait changer la Constitution pour se pérenniser au pouvoir. C'était ça le débat à l'IDPS. C'était ça le mondou, l'opérandus de l'IDPS. Changer la Constitution pour demeurer au pouvoir éternellement. Mais comme cela n'a pas tenu, mais aujourd'hui vous venez avec d'autres discours. Très bien, très bien. Mais très nous, bien. à notre niveau, ce qui nous importe, c'est le bien-être de notre chère population, à savoir le peuple congolais. C'est ce qui nous importe. Pensez-vous que si nous disons que la classe politique doit se mettre autour d'une table pour parler République démocratique du Congo, est-ce que cela serait pour quémander des postes? Très nous, bien. on ne peut jamais s'aligner sur ce lancé. Très bien. Merci. Pensez-vous que nous, on peut quémander ou on peut passer partout pour pouvoir seulement être nommé ministre, être nommé ça et là? Mais moi, par exemple, je vis, je suis avocat, je me contente de cela. Très bien, Maître Fall. Et nous nous battons pour que notre peuple soit bien, pour que notre peuple soit bien. Il y a des mécanismes, il y a des mécanismes qu'on peut toutefois mettre en place. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous allez faire un point de chute et on va finir l'émission. Oui. On a fait qu'un seul dossier sur la table qu'on a traité jusqu'à la fin. S'il vous plaît. Est-ce que vous ne pensez pas que vous allumez, vous mettez de l'huile dans le feu en négligeant les dialogues? Quel dialogue? On finit par là. Non, non. Écoutez, monsieur, ce temps est déjà révolu. Vous comprenez? Les temps des dialogues. Les temps des dialogues est déjà révolu. Pourquoi? Parce que nous avons des institutions de la République qui doivent faire face aux problèmes quotidiens de la nation. Vous comprenez? Lorsqu'il y a un problème qui surgit dans telle province, dans tel territoire, on pose ces problèmes-là à l'État. Et l'État est incarné par Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Avec un gouvernement qui est en place, il y a des gouvernements provinciaux qui travaillent chaque jour pour trouver solution aux problèmes des Congolais. Ce n'est pas un problème de dialogue. Vous comprenez? Je venais de dire. Tout ce que les gens crient là-ci et là, pour le dialogue, on soutient la. Mais pourquoi on doit faire dialogue? Pourquoi on doit faire dialogue? Pour ramasser des ramassis et le mettre encore une fois dans le gouvernement. Les choses doivent changer. Monsieur Kabound, qui est le président de mon co-débatteur, était vice-président de l'Assemblée nationale. Vous savez, l'Assemblée nationale joue un grand rôle dans la transformation du pays parce que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Et donc, le ministre et le gouvernement est responsable devant le Parlement. Combien de motions de censure? Combien de motions de défiance M. Kabound avait déjà, comment dirais-je, décrété lorsqu'il était vice-président de l'Assemblée nationale? Rien du tout. Mais j'apprends que pendant ce temps, il s'est débrouillé pour avoir des carrés miniers de manière illégale. C'est ce que j'apprends. Je ne confirme pas, mais c'est que nous apprenons. C'est ainsi qu'il fait sa force. Oui, c'est ainsi que dans peu de temps, il est devenu riche. Il a construit la Maison Blanche. Il a trouvé qu'il était temps d'aller faire la politique, créer un petit parti politique comme ça et puis se faire une opinion. Parce qu'il serait dans l'octroi des carrés miniers de manière illégale. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. C'est ce qu'il est en train de se raconter. Il n'a jamais démenti ça. Il n'a jamais démenti ça. Il n'est pas un modèle pour les Congolais. Très bien. Alors, très bien, vous faites un point de chute. S'il vous plaît, j'ai la parole. On termine. La parole on termine l'émission. Faites un point de chute. Faites un point de chute. Voilà, merci. On a terminé les minutes. Merci beaucoup. Donc, les gens doivent savoir que les dialogues, ce n'est pas pour l'intérêt des Congolais. Très bien. D'ailleurs, lorsqu'on parle de non, les dialogues entre les Congolais, les Congolais partout là où ils sont là, à Djougou, vous comprenez? Est-ce que ces Congolais viendront pour faire les dialogues? Non. Ce sont des intérêts des individus qui sont en train de jouer sur place. Très bien. Même l'église catholique, non, pas l'église catholique, mais la SEMCO, même la SEMCO a des intérêts qui sont des intérêts personnels. Vous savez, l'église, en fait, la SEMCO travaille beaucoup plus pour l'Union européenne. Ce n'est pas pour l'intérêt des Congolais. Donc ces dialogues, ce n'est pas pour l'intérêt des Congolais. Les Congolais, s'il vous plaît, en démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Il exerce comment? Lors des élections ou de référendums. Nous sommes allés aux élections, le peuple a parlé. Maintenant, il reste 3 ans, en 2028, le peuple ne va encore pas parler. La constitution que nous avons ici,
vient de quoi? C'est une constitution qui a été élaborée, s'il vous plaît, par des groupes armés. On a débordé. C'est ainsi que cette constitution entretient la stabilité politique. Donc, nous devons la changer parce que d'ailleurs, devant des morts, nous allons changer la parce que ce n'est pas notre constitution. C'est ce qui a été imposé par les groupes armés. J'ai la parole. Très bien. J'ai la parole. On termine l'émission. Je pense que il faut des fois envoyer les thématiques bien avant à tes invités pour qu'ils puissent se préparer. Chose qui a été faite. Mais écoutez, ici, vous allez comprendre que si c'est le débat, il s'agissait des carrés miniers de Jean-Marc Kabound, ton invité a raté sa communication. Ça vous a piqué, hein, parce que c'est pas de vérité, ça vous a fait mal. Moi, j'ai ramassé vous ça savez que dans l'opinion. À la République démocratique du Congo, il y a des mécanismes pour pouvoir acquérir les carrés miniers. Très bien. Si jamais Kabound s'était régularisé ou formalisé, je pense que les débats à ce stade ne pouvaient jamais se situer. Donc, M. Kabound n'est pas un modèle pour les Congolais. Votre invité ne connaît pas le rôle dans le détournement du premier vice-président, dans l'octroi des carrés miniers de manière illégale. L'Assemblée nationale. Ton invité ne connaît pas le rôle du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Alors vous nous ouvrez en terminant. Mais il était d'abord parlementaire. Il est parlementaire, même s'il n'est pas vice-président. Mais il est parlementaire. Un parlementaire est censé contrôler le gouvernement et sanctionner la mégestion. Pourquoi à son époque-là, c'est sa famille en tant que parlementaire, il n'a pas interpellé le ministre. Très bien. Ils s'enrichissent illicitement derrière les dos des compatriotes. Très bien. Son parti politique, l'IDPS, au jour d'aujourd'hui, merci. Derrière le carré minier au Katanga, merci. C'est vous et l'IDPS. Mais vous vous accusez. Maintenant, vous avez accepté ce qu'il a dit. Que c'était pas les du débat. C'est l'IDPS, les cabrioleurs qui sont derrière le carré minier de l'IDPS. Très bien. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Très bien. Ce n'est pas nous. Merci. D'ailleurs, c'est lui qui s'excuse, s'accuse. C'est elle qui s'accuse par rapport à leur gestion. Très bien. La mégestion, l'irresponsabilité dans la gestion de la chose. Merci, on a fini. Je laisse. On a fini. Ce qui dit qu'on est en train d'arrêter des ministres et les déférer devant les cours des tribunaux pour corruption, pour détournement. Ça n'a jamais été dans ce pays. Très bien, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tous les invités. À ce grand débat. Du gouvernement de la République. Vous êtes fiers avec Tshisekedi comme président de la République. Bien sûr. C'est la FM. Si vous êtes fiers avec Tshisekedi c'est la fin de l'émission. Vous voulez dire ça encore? Et Tshisekedi se fait traiter où? Dans quel hôpital? C'est dans des hôpitaux entre guillemets qu'on souffre.